Imaginez un peu votre ordi qui, sans que vous le sachiez, bosse comme un fou pour quelqu'un d'autre, Hmm. qui mine de la crypto avec votre carte graphique. C'est une image assez forte, non? Ça nous met direct dans le bain des menaces numériques cachées. Oui, c'est une très bonne accroche. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu ça. Les logiciels malveillants, les malwares. On va regarder ce que des analyses récentes nous disent sur les rançongiciels, les botnets, et bien sûr, comment on peut s'en protéger. Notre but, avec les documents qu'on a sous les yeux, des analyses techniques, un cas d'ingénierie sociale assez parlant, et puis des guides de bonnes pratiques, c'est de mieux comprendre ces dangers. Et surtout, de voir quelles sont les défenses essentielles. Alors, allons-y. D'accord. Commençons par la base, si vous voulez bien. Un malware. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un logiciel fait pour nuire, pour perturber un système, voler des infos ou même en prendre le contrôle. D'accord. Et nos sources, elles listent plusieurs types. Les rançongiciels qui bloquent vos fichiers, les botnets qui transforment votre machine en zombie dans un réseau, Ah oui. les virus, les chevaux de Troie cachés dans d'autres logiciels, les logiciels espions et puis les vers qui se propagent tout seuls. Et justement, un des documents parle d'une tentative de créer un botnet. Assez malin d'ailleurs. Ça visait des étudiants en ingénierie. Pourquoi eux spécifiquement? Eh ben, parce que souvent, ce sont des gamers. Et qui dit gamer dit Bonne carte graphique? Exactement. Une bonne carte graphique, un GPU puissant. Et ces GPU, ils sont super efficaces pour miner certaines crypto-monnaies. L'attaquant est misé là-dessus. malin en effet. Et comment il s'y est pris, hein? Alors là, c'est l'ingénierie sociale qui entre en jeu. Assez classique, mais efficace. Un email qui Et- avait l'air de venir d'un prof, Mhm. avec une pièce jointe, un soi-disant manuel de cours en PDF. Sauf qu'en vrai, le PDF contenait le malware. Un code assez basique d'ailleurs, trouvé sur GitHub. Ce qui fout, c'est moins le côté technique finalement que la manipulation psychologique. Exploiter la confiance, le besoin de l'étudiant. La technologie, c'est juste le moyen. La vraie faille, c'est l'humain. Tout à fait. Bon, la supercherie a été découverte parce que les jeux ramaient et un antivirus a fini par reconnaître le code. Mais passons à une autre grosse menace, le rançongiciel. Là, le principe est brutal. Vos données sont chiffrées, prises en otage, et on vous demande une rançon. Oui. Et là, les sources insistent bien sur une double menace potentielle. C'est important de faire la différence. Il y a la menace de perdre ces données, si on ne peut pas, C'est ça. mais de plus en plus, il y a aussi la menace que ces données soient balancées sur la place publique. Deux cauchemars, en fait. Exactement. Et cette distinction, elle est clé pour comprendre pourquoi certaines défenses sont plus importantes que d'autres. Face à tout ça, il n'y a pas une seule solution miracle, hein. C'est un ensemble de bonnes pratiques. Le premier réflexe, j'imagine, c'est les mises à jour. Garder ces systèmes, ces logiciels, à jour. Le fameux patching, indispensable, c'est les bases de la base. Comme vérifier ses fenêtres avant de partir, vous disiez. Ensuite, il y a la protection active, les antivirus, les anti-malware. Hmm. Les solutions modernes, elles font plus que juste reconnaître des signatures connues. Elles font de l'analyse heuristique. En gros, elles cherchent des comportements suspects, même si le malware est tout nouveau. Une sorte de détection d'intention, quoi. Mais est-ce que c'est une garantie absolue contre les attaques 0D, par exemple? Celles qui exploitent des failles inconnues? Ben, aucune solution n'est infaillible à 100%, c'est sûr, mais combiné à d'autres mesures, ça augmente quand même drôlement la protection. Et puis, la vigilance humaine reste cruciale. Se méfier des emails, des téléchargements. Toujours vérifier l'expéditeur. Oui, ne pas cliquer sur n'importe quoi, télécharger seulement depuis des sources fiables, vérifier le HTTPS. On en revient à l'ingénierie sociale. Beaucoup d'attaques commencent par un clic un peu trop rapide. C'est vrai que c'est parfois fatigant d'être toujours sur le qui-vive. C'est vrai, mais bon, pas le choix. Autre pilier, la sécurité des accès. Mot de passe fort. Unique. Un gestionnaire de mots de passe, ça aide énormément pour ça. Et surtout, l'authentification multifacteur. La MFA? Ah oui, la MFA. La double vérification. Mot de passe plus code sur le téléphone ou une empreinte. C'est ça. Quelque chose qu'on sait, quelque chose qu'on a, quelque chose qu'on est. Même si le mot de passe fuite, l'accès reste bloqué. C'est devenu essentiel, surtout avec le télétravail partout. Précisément. Et contre la menace de perte de données par rançongiciel, qu'est-ce qu'on a? La sauvegarde. Régulière. C'est la bouée de sauvetage. Avoir une copie ailleurs, ça permet de restaurer sans payer. D'accord. Et contre la menace de divulgation. Si les attaquants menacent de publier les données volées, Là, c'est le chiffrement préventif qui entre en jeu. Si les données volées sont déjà chiffrées par vous, le propriétaire légitime, elles sont illisibles pour l'attaquant. Inutilisables. logique. Et enfin, il y a toujours la dimension humaine. Former les gens,
Les sensibiliser aux signes qui doivent alerter. Le phishing, etc. Voilà. En résumé, une bonne défense, c'est comme une forteresse, avec plusieurs murs. Mise à jour, outils de protection bien réglés, vigilance constante, accès à verrouiller, mot de passe plus MFA, sauvegarde, chiffrement quand c'est pertinent, et éducation, formation continue. Une approche vraiment globale, donc. Pour finir, une question qui ressort de tout ça. Les attaquants, ils s'adaptent tout le temps, ils innovent. Comment on peut collectivement renforcer notre résilience? Au-delà de la technique pure, est-ce qu'il y a d'autres approches, sociétales, organisationnelles, qui pourraient faire la différence?